comment vas-tu? Bonjour Amine, je vais bien et toi? Écoute, ça va super. Bonjour à nos auditeurs également. Merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de Cyberpop. Alors, aujourd'hui, nous allons explorer le monde passionnant de l'intelligence artificielle. Et plus particulièrement, nous allons parler de ChatGPT, un modèle de langage développé par OpenAI. Nous allons également essayer de creuser les implications du développement de ces technologies sur la cybersécurité. Mais avant cela, je pense qu'il est important de comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle. En gros, l'intelligence artificielle, l'IA, comme on aime l'appeler, est un ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine pour effectuer des tâches telles que la reconnaissance vocale, la traduction automatique, la résolution de problèmes complexes, etc., etc. Et c'est là que ChatGPT entre en jeu. Avec plus de 100 millions d'utilisateurs en 2 mois, la plateforme est un véritable raz-de-marée tellement elle est devenue populaire, au point de voir émerger toute une constellation de formateurs et coachs en ChatGPT sur LinkedIn. C'est pour dire. Je suis sûr que vous êtes tous très excités à l'idée d'en savoir plus sur ChatGPT, l'IA en général et ses implications en matière de cybersécurité. Alors, sans plus tarder, souhaitons la bienvenue à Yvan, notre chercheur vedette, venu nous éclairer sur ces technologies désormais à la portée de tous. Salut Yvan. Salut, ça va? Ça va super et toi? Ça va bien. Merci d'être encore aujourd'hui notre invité pour aborder ces problématiques à la fois technologiques mais aussi de société. Je pense qu'on y reviendra. Donc, sans plus tarder, est-ce que tu peux nous expliquer, avant de rentrer dans ChatGPT en particulier, concrètement ce que c'est que l'intelligence artificielle et comment ça fonctionne? Alors, je vais pas pouvoir expliquer spécifiquement ou trop en détail parce que l'intelligence artificielle, c'est un domaine au même titre que la cybersécurité. Et la Ouais. cybersécurité, tu vois, il y a plein de sous-domaines à l'intérieur. Tu peux avoir de la cryptographie, tu peux avoir la rétro-ingénierie, tu peux avoir la threat Mmh. intelligence, etc. On a Bon, tendance à dire que c'est même un processus, la cybersécurité. ouais, voilà, aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de sous-matières et l'intelligence artificielle, ça marche un petit peu pareil. Et bon, je prétends pas être un expert de toutes les différentes techniques d'intelligence artificielle, mais je prétends même être un expert de aucune d'entre elles. Mais l'idée générale, c'est effectivement, de mettre en place des méthodes, mathématiques, d'arriver à pour reproduire, des comportements, qui soient, proches, des comportements humains ou de simuler une intelligence. J'insiste sur le fait que c'est mathématique parce qu'il me semble que c'est souvent un peu perçu comme, je sais pas, des coups de baguette magique. En dessous, c'est toujours des maths, hein, c'est toujours, c'est même souvent des statistiques. On en reparlera avec ChatGPT. Fondamentalement, voilà, faut pas oublier que c'est beaucoup de calcul. Avant d'arriver et de creuser un peu plus ChatGPT, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur l'historique de l'usage de l'IA en cybersécurité? Est-ce que ce sont des méthodes qui sont largement déployées, répandues, utilisées aujourd'hui? Alors oui, c'est, la réponse, que je vais faire qui va être un petit peu ambiguë, dans le sens où à la fois c'est quelque chose qui est utilisé depuis longtemps. Je sais qu'en particulier chez Kaspersky, on utilise, du machine learning, depuis, je sais pas combien d'années, ne serait-ce que, pour pouvoir, traiter le volume de nouveaux échantillons, potentiellement, virus ou pas, qui nous arrivent tous les jours. Et je crois qu'il y en a des, je sais pas, des centaines de milliers par jour, j'ai pas les chiffres, mais ils sont faciles à trouver. Dans tous les cas, le volume qui arrive, il fait que tu peux pas décemment imaginer qu'on va avoir un analyste à la main qui les regarde un par un, qui dit: «OK, ça c'est, un malveillant» ou «Ça c'est OK». Donc ça fait vraiment longtemps qu'on a des outils automatisés qui font ça et qui se basent sur le machine learning. Donc ça, c'est la partie, dans la cybersécurité où j'ai envie de dire, ça existe depuis longtemps, on n'en parle pas trop et ça marche. Et puis d'un autre côté, tu as le pendant, on va dire, maléfique du marketing, dans lequel aujourd'hui, ou même depuis, ça fait déjà 5 ans, je pense que là, les 5 prochaines années, on va en prendre 2 fois plus dans la tronche. Chaque produit qui sort, il est estampillé, blockchain, IA, et cloud. Heu, Même si en pratique, le lien avec l'intelligence artificielle dans beaucoup de produits, qui sont marketés de la sorte est vraiment pas clair. Voilà, donc j'ai noté quand même une certaine tendance, de la part de certains départements marketing, à mettre ce sticker IA dès qu'ils calculent une moyenne, pondérée, dans un programme. Bon, donc il faut se méfier, de ce côté-là aussi. Ou alors c'est vraiment, Mmh. une appellation, non pas d'origine contrôlée, mais une appellation tirée par les cheveux, quoi. Une ATC Mmh. authentique. OK. Oui, de manière générale, en fait, c'est, plutôt que, le seul éditeur qui dira pas, qu'il a d'IA, c'est lui qui sera un petit peu regardé de travers, alors que foncièrement, en fait, il y a rien de révolutionnaire à l'intérieur. Ouais, c'est un petit peu l'idée. Mmh. Alors que pour autant, dans le monde de l'IA, il se passe des choses révolutionnaires.
On va y venir justement. Parlons directement donc du sujet du moment, n'est-ce pas? Donc ChatGPT. Donc pourquoi, selon toi, est-ce que il fait autant parler de lui aujourd'hui? Est-ce que justement c'est parce qu'il y a ce côté révolutionnaire qu'on vient d'aborder? Est-ce que par rapport justement aux autres formes d'IA multiples qui existaient avant, il y a vraiment une rupture, quelque chose de fondamentalement nouveau? Et en fait, concrètement, comment cet outil est formé et comment est-ce que ça affecte en fait la qualité de son travail, si je puis dire? Alors effectivement, on parle beaucoup de ChatGPT, ces derniers temps depuis sa sortie, je crois que c'était en décembre, sortie publique. Heu, 1re chose à dire, je pense, c'est qu'à mon humble avis, cette, attention médiatique qui est portée à ChatGPT, elle est amplement méritée. Parce que, c'est effectivement révolutionnaire. C'est, le premier à mes yeux, produit, d'IA commercial qui donne des résultats, enfin, il est pas commercial parce qu'on peut se servir gratuitement, mais on va dire grand public. C'est vraiment le premier produit grand public qui donne des résultats aussi bluffants. On a vraiment, une conversation qui fonctionne bien. Enfin, j'imagine que l'un comme l'autre, vous avez testé. Heu, bon, c'est assez dur, en fait, de traduire à quelqu'un, à quel point ça marche tant qu'ils ont pas essayé. Tu vois? Moi-même, tu vois, quand ils ont commencé à le sortir, j'ai testé, parmi les j'ai quand même été au début de la vague, hein, mais quand je lisais les premiers retours là-dessus où les gens disaient: «Ah, c'est délirant, c'est incroyable», bien, je ne soupçonnais pas à quel point ça l'était avant d'essayer moi-même. Et maintenant, à chaque fois que j'en parle à quelqu'un qui ne connaît pas, j'essaie même pas d'expliquer, je dis: «Bon, va essayer et après on en parle». Voilà, donc c'est révolutionnaire à ce niveau-là. Il y avait des petits bruissements avant que ChatGPT commence. C'est vrai que pour moi, 2022, ça a vraiment été l'année de l'intelligence artificielle. Heu, Peut-être que je peux commencer aussi par, peut-être un mea culpa public, qui est que pendant longtemps, tu vois, quand on me posait des questions en interview sur, l'IA dans la cybersécurité, sur, le futur, de l'intelligence artificielle et cetera, j'étais un petit peu, tu vois, sceptique. Je disais: «Bon, alors écoute, on n'en est pas là, le domaine de l'IA, il a rien sorti de, tu vois, de bien impressionnant ces 10 dernières années». Heu, Ça fait longtemps qu'on en parle, mais pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose. Et vraiment en 2022, là, d'un coup, il y a tout un tas de choses qui se sont produites. Pour moi, le 1er électrochoc qu'il y a eu, c'est, On accepte les excuses, hein, by the way. ouais, 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 OK, je présente mes excuses officiellement, à Noémie, Amine et bien sûr à tous les éditeurs. Donc maintenant que ça c'est réglé, pour moi l'électrochoc, ça a été, la découverte de Midjourney. Je sais pas si tu vois ce que c'est Midjourney, qui est un compétiteur de DALL-E, un autre produit de OpenAI. C'est une intelligence artificielle à laquelle tu donnes une description. Pareil, c'est tu tapes du texte, qui décrit quelque chose et lui te fait une image qui représente, ce que tu as tapé. Et ça, pour moi, c'était quelque chose qui était complètement magique et d'ailleurs qui le reste totalement parce que, heu, je veux dire, je suis dans la technologie depuis un moment, mais il a vraiment fallu que j'aille creuser très, très loin pour comprendre comment ça marchait. Et j'aurais jamais cru que ce serait possible de mon vivant, en fait. Alors j'exagère peut-être un peu, tu vois, peut-être quand j'aurai, 70 ans, que les choses auront assez avancé, mais je pensais vraiment pas qu'on allait voir un truc, arriver. Je pensais certainement pas qu'on le verrait arriver en 2022, tu vois? Ouais. Et j'ai testé, j'ai passé beaucoup de temps dessus. J'ai généré des tonnes d'images. Je trouve que les résultats sont vraiment hallucinants. Heu et ça faisait un peu parler de lui, autant DALL-E que Midjourney, donc dans le domaine de la tech, avant que ChatGPT ne sorte. Ça faisait aussi, un petit peu de remous dans le domaine, de l'art puisque, à raison, il y avait un certain nombre de créateurs, qui se sentent un petit peu menacés dans leurs activités. On pourra en Mmh. reparler, après, mais en tout cas, pour moi, c'est là que ça a un petit peu commencé. Et alors que j'étais encore un peu en train de me remettre du choc de: «OK, ça maintenant c'est possible» et j'aurais pas cru que ça le serait. Derrière, décembre, on s'est retrouvé avec ChatGPT qui est sorti et qui faisait encore plus de trucs, que j'aurais pas cru possible ou alors, pas avant très, très longtemps. Mmh. Voilà, on avait eu des chatbots par le passé, hein. Par exemple, on pense à celui de la SNCF, tu sais, avec son application, ou SNCF Connect ou je sais pas quoi, où dès que tu as un problème, ils t'invitent, Ouais. pour économiser des ressources humaines à parler à leur chatbot. Puis leur chatbot, il sait dire un truc, c'est, «J'ai pas Oui. compris ce que vous vouliez me dire, merci d'aller voir la fac en ligne». C'est Donc ça, tu j'avais vois? cette référence aussi en chatbot, c'est d'où ma surprise en effet sur, l'usage de ChatGPT parce Ouais, que tu vois? jusqu'alors c'était, cette question ne fait pas partie de ma base de données. Merci de C'est poser une ça. question plus claire. Ça fonctionnait beaucoup sur Exactement. des arbres de décision très simples, hein, finalement. Ouais. J'avais travaillé sur Ouais. quelques projets de chatbot dans mon ancienne vie, en agence et c'est vrai que dès qu'on voulait quelque chose de très sophistiqué, tout de suite ça devenait très, très onéreux et souvent les annonceurs basculaient plutôt sur des finalement, ils reprenaient leur FAQ, qui réadaptaient pour leur chatbot avec des aires de décision assez simples, pour Mmh. désengorger, comme ce que tu disais, en fait, Yvan, pour désengorger leur SAV, en fait, leur support. Mmh. Ouais, exactement. Et tu vois, je pense que c'est vraiment ça qui est un des facteurs qui explique, le gros succès de ChatGPT, c'est que c'est un saut quantique. Tu vois? Il y en aurait eu pendant 10 ans des améliorations progressives de chatbots qui auraient été, tu vois, de plus en plus sophistiqués jusqu'à arriver à ChatGPT aujourd'hui graduellement. Je pense qu'on n'aurait pas
on n'aurait pas été particulièrement frappé par la sophistication du produit. Mais le fait qu'on passe vraiment de ces chatbots qui ont, on va dire, un certain nombre limité de réponses enregistrées, qui sont capables, tu vois, de matcher une demande avec une réponse connue, à passer à vraiment des modèles de langage qui peuvent générer du texte en fonction du texte reçu en entrée, qui est, là, vraiment, c'est une rupture. Voilà. Et je pense que cette rupture, on l'a tous ressenti, et on s'est dit là, je viens de mettre le pied dans un nouveau siècle, ou quelque chose comme ça, et c'est pour ça qu'il y a eu un tel engouement autour, et à mon avis qu'il n'est pas terminé, parce que maintenant que... C'est une porte ouverte. Ouais, c'est ça, même si c'est la boîte de Pandore qui est ouverte. Encore une fois, je reviendrai sur pourquoi est-ce que... Mais c'est vrai que ce que tu disais, c'est qu'en fait, il y a eu un genre de jaillissement. C'est comme si l'IA était précédemment restée beaucoup au niveau théorique, et d'un coup, il y a eu un usage pratique, très grand public, ultra efficace. C'est ça. Ouais, puis on parlait des artistes qui avaient été effrayés un petit peu par... mince, j'ai oublié l'outil que tu as mentionné juste avant, mais... Midjourney. Midjourney, voilà. Moi qui suis du coup communicante, typiquement dans mon réseau sur LinkedIn, j'ai énormément de personnes qui travaillent dans la communication aussi. Et c'est vrai que ça a été aussi tout un déferlement de messages au départ, de mince, si ça se trouve, j'aurai plus de boulot dans quelques années. Alors, on s'est rendu compte quand même que il fallait quand même poser des questions à ChatGPT pour qu'il rédige et qu'on avait encore un petit avenir, d'autant qu'on fait pas que rédiger non plus. Mais non, trêve de plaisanterie, en effet. Le grand remplacement tech. Ça a soulevé beaucoup de questionnements aussi, de se dire, concrètement... au départ, la crainte. Ensuite, l'opportunité de se dire, finalement, ça peut aussi beaucoup m'aider et m'accompagner dans ma profession au quotidien pour faire d'autres tâches. Et puis, aujourd'hui, du coup, avec tout un tas d'autres sujets qu'on va aborder aussi dans ce podcast, sur voilà, l'éthique, sur la question de la sécurité, et puis tout ce genre de sujets. Puis la crainte, après, en ce qui me concerne, on en rediscutera à la fin, je pense, mais... autant, je pense que tu vois, les différentes on va dire, revendications sectorielles qu'il y a pu avoir sur les artistes, les communicants, etc., que j'ai toutes vues passer, je pense qu'elles sont un petit peu court-termistes. Autant ça appelle des questions plus globales qui, à mon avis, auxquelles on va pas avoir de réponse de sitôt. Mais voilà, mais gardons ça pour peut-être plus tard. Teasing. Voilà. Si on vient un petit peu à la question, à l'un des éléments de la question de Noémie, et en termes de fonctionnement, comment est-ce que ChatGPT est formé, et est-ce que ça a un impact sur la qualité de ses réponses? Comment est-ce qu'il est entraîné en fait à justement être en capacité à nous répondre de manière aussi naturelle et efficace? Ouais, ça c'est une excellente question. Je suis vraiment heureux d'y répondre parce que j'ai le sentiment que c'est un des points clés de compréhension de ce qu'est ChatGPT, et c'est un aspect que, à ma connaissance, très très peu de gens maîtrisent. Et donc je pense qu'il est important de discuter de ça. ChatGPT, il faut bien comprendre ce que c'est. C'est-à-dire que pour nous, c'est un chatbot, c'est-à-dire c'est un logiciel avec qui on parle et il nous répond. En pratique, c'est pas exactement ça la technologie. ChatGPT, c'est un outil qui sert à générer du texte. En fait, c'est un modèle prédictif. Ça modélise notre langage humain, français, anglais, il parle chinois aussi, peu importe la langue, mais il modélise le langage, c'est-à-dire que c'est un modèle mathématique pour lequel, quand on lui donne une suite de mots, il est capable de nous répondre quelle est statistiquement la suite de mots qui pourrait être la plus probable à la suite de ce qu'on lui a donné. Par exemple, un exemple vraiment super facile, si jamais je te dis une souris verte, toi, tu es capable vraisemblablement de prédire que les mots qui sont censés venir après, c'est qui courait dans l'herbe, tu vois, parce que c'est une comptine, tout le monde la connaît. Un enfant de 6 ans est capable de faire cette prédiction, en fait. ChatGPT, en fait, son boulot, son travail, c'est de faire exactement ça. Là où c'est magique, c'est qu'en fait, il ne le fait pas seulement pour, tu vois, un vers d'un poème ou d'une comptine, mais si jamais tu lui dis est-ce que tu pourrais m'expliquer la métaphysique des mœurs, point d'interrogation, eh ben, il peut te donner la suite de mots qui statistiquement viendraient après, et il s'avère, tu vois, et c'est ça qui est incroyable, il s'avère que c'est justement en général la bonne réponse. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut le comprendre, ChatGPT. Si tu lui donnes du texte, et après, à fonction de ce que tu lui donnes, eh ben, il t'en génère un peu plus. Voilà. Et ok. En fait, c'est un peu comme un T9 puissance 10 000. C'est exactement ça. Ouais. Ok. C'est exactement ça. Ouais. Et donc, on peut discuter un petit peu peut-être de comment est-ce qu'on en arrive là. En fait, la manière dont... peut-être même avant, une autre précision qu'il faut que je donne, c'est que quand on parle avec ChatGPT, quand on parle avec un chatbot, on a l'impression que, tu vois, il a une mémoire. On a l'impression que presque on a un individu derrière. Mais en pratique, c'est pas du tout ça qui se passe.
ChatGPT, il se rappelle de rien, il n'a pas de sens, tu vois, il n'a pas de conscience, il n'a pas de concept ni de lui-même, ni de autrui, parce que en pratique, c'est juste du texte envoyé et du texte qui repart. Et il se rappelle même pas de la conversation qu'on est en train d'avoir avec lui, parce que la manière dont ça fonctionne, à chaque fois que tu lui envoies une nouvelle requête, en fait, c'est toute la conversation précédente qui est re-envoyée à chaque fois. Et donc, il se sert de toute la conversation qu'il y a comme base pour régénérer du texte qui vient après. C'est pour ça qu'il y a une cohérence avec ce qui précède. C'est parce que, en fait, il reçoit tout et qu'il continue, en fonction de ce qui a été dit avant, statistiquement, de fournir une réponse qui va dépendre de ce qu'il y avait. Voilà. Donc, ce qui veut dire, par exemple, que si je veux que ChatGPT imite un peu mon style de rédaction, si d'aventure je voulais qu'il rédige un texte pour moi, il faut quand même que moi-même, je rédige quand même un certain nombre d'éléments pour aussi suivre un peu la conversation, pour qu'il copie un peu mon modèle d'expression finalement et produise un texte qui semble être écrit par moi. Alors, techniquement, tu dois pouvoir y arriver si tu lui demandes explicitement d'étudier la conversation et de reproduire ton style. Après, en pratique, lui, il apprend pas des conversations. Ça, c'est un autre point qui est important. Il n'a pas de mémoire, mais il n'a pas d'apprentissage. Quand tu parles avec ChatGPT, tu parles avec un modèle du langage qui a été entraîné jusqu'à une certaine date. Alors, la dernière version, je ne sais pas, elle doit dater de la fin de son entraînement. Je pourrais regarder parce que je lui ai posé la question. Je crois que c'était 2021. J'ai cru lire ça dans la presse. Ouais, c'est ça, ouais. C'est quelque chose comme 2021, septembre, un truc comme ça. Il ne sait rien de ce qui s'est produit après. Et quand tu interagis avec lui, il n'est pas en train d'ajouter les connaissances ou les résultats de cette conversation dans sa base derrière. Il est juste en train statistiquement de te dire qu'est-ce qui vient après ce que tu lui as dit. Mais tu vois, il n'y a pas d'enrichissement, il n'y a pas La prochaine fois que ChatGPT saura des nouvelles choses, ce sera la prochaine fois que OpenAI, ils auront refait tout un entraînement du modèle. Et on va expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. Mais voilà, quand ils auront refait tout un entraînement et qu'ils seront satisfaits de la qualité de cette version, non plus 3.5, mais peut-être 3.6 ou 4.0, là, ils referont une nouvelle release de leur produit, ils remplaceront tout l'ancien par le nouveau, et puis après, tu parleras au nouveau modèle de langage. Mais ça, c'est intéressant parce que typiquement, moi, des choses que j'avais lues, c'était qu'il apprenait, en fait, au fur et à mesure, il se nourrissait finalement des différentes questions que les gens posaient, des différents textes qu'il rédigeait aussi également. Il y avait eu ce genre d'expérience. Alors, c'était pas pour ChatGPT, c'était pour d'autres types de chatbots, où on se rendait compte, en fait, finalement, que en étant à proximité d'un certain nombre d'humains, il devenait fasciste, il devenait, on va dire le pire de ce qui ressortait de l'être humain. Donc du coup, foncièrement, par rapport à ce que tu dis, ça peut pas être le cas pour ChatGPT, alors parce qu'en fait, il ne se nourrit pas de ce qu'on lui demande. Absolument, ouais, c'est entièrement impossible, et je pense que ça a été fait exprès, justement, pour éviter ça. C'est-à-dire que Microsoft avait fait l'expérience il y a quelques années avec un chatbot qui s'appelait TAY, T-A-Y, et tout le monde pouvait interagir avec, et effectivement, ils se nourrissaient des conversations. Je crois que c'était via Twitter ou je sais pas quoi, et évidemment, ils ont Via mis ça, Twitter en plus. ils ont mis ça sur Internet, sur Twitter. Qu'est-ce que les gens ils ont fait? Eh ben, ils l'ont bombardé de contenu réactionnaire, fasciste, homophobe, etc. Et puis, évidemment, ça a fini par prendre une telle place, tu vois, statistique dans son modèle que il répondait ça par défaut après, quoi. Et donc, ça, avec ChatGPT, c'est juste impossible, justement parce que lui, il retient pas les conversations, et je pense que c'est fait exprès. Alors après, tu as bien un petit pouce vers le haut, pouce vers le bas à côté des réponses qu'il te fournit. Ça, c'est pas pour le nourrir tout de suite, mais par contre, tous les logs de conversation, ils sont gardés par OpenAI, et je présume que eux, ça, ils s'en servent derrière pour renforcer leur modèle, en tout cas les prochaines itérations, pour, je sais pas, lever des alertes sur les contenus problématiques pour qu'ils les, entre guillemets, patchent le plus rapidement possible, etc., etc. Mais c'est pas toi directement qui a une influence sur le modèle. Ils ont fait attention à ça. Ouais. Donc il peut pas se nourrir de trolls, basiquement. C'est ce qu'on est en train de dire. Et d'ailleurs, il peut pas non plus aller sur Internet, consulter une page et trouver ta réponse. Il peut pas aller lui-même se documenter. Il peut pas faire une recherche Google pour aller secrètement apprendre comment renverser l'humanité pendant qu'on regarde pas. Tout ça, c'est pas possible. C'est vraiment, t'imagines, en fait, c'est la meilleure manière de voir, de visualiser ChatGPT. Tu vois, on n'arrête pas d'entendre, oui, il a 170 milliards de paramètres, c'est incroyable, etc. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? En fait, il faut imaginer une espèce de grosse machine, genre énorme, que la taille d'un building, si tu veux, ou même d'une ville, sur laquelle tu aurais 170 milliards de petits boutons, tu vois, qui peuvent être en position 0 ou 1. C'est comme des petits switches là, que tu peux mettre vers le haut ou vers le bas. Voilà. En fait, ChatGPT, c'est ça. Et quand tu lui donnes du texte, ton texte, il est converti en une position pour chacun de ces 170 milliards de switches. Ils vont être soit mis en haut, soit en bas, etc. Et en fait, en fonction de la position de ces switches, tu peux dire, maintenant, génère-moi du texte en fonction de en fonction de ton état actuel. Voilà. Et c'est comme ça. Voilà. Et puis après, tu leur donnes du texte, ça remodifie la position des boutons,
et ainsi de suite. Mais tu vois, en fait, si jamais c'était pas un modèle, c'était pas un portail par lequel t'accèdes, auquel tu accèdes via ton navigateur, mais c'était une machine purement mécanique, et tu vois, qui était construite comme ça, avec des boutons et avec tu vois, des circuits imprimés, des machins comme ça, ce serait exactement le même résultat. Ok. Comment est-ce que ces modèles-là ils sont entraînés? Comment est-ce que ChatGPT il a appris tout ça? Même si nous, on peut rien lui apprendre par la suite, il a bien eu un apprentissage avant qui lui permet de répondre à toutes nos questions. En fait, le principe, c'est que OpenAI a pris plus ou moins le corpus de tout le texte qui a été généré par l'humanité. Bon, c'est-à-dire, ils ont récupéré tous les romans qui ont été numérisés, tous les livres qui ont été numérisés. Ils ont récupéré un ensemble de données de sites web qui ont été crawlés, par exemple tout ce qui vient tout ce qui a été linké sur Reddit et qui a eu au moins 3 upvotes, etc. Alors ils sont pas 100% transparents sur l'ensemble des données qu'ils ont utilisées, mais vraiment, je pense que conceptuellement, on peut partir du principe qu'il a lu tout le texte qui a été écrit par l'humanité et on sera pas très loin du compte. Voilà. Et en tout cas, ça fera pas une différence majeure en termes de compréhension. Donc, il a lu tout ce qui était possible de lire et en lisant, en fait, il n'a pas appris le français, il n'a pas appris la lecture ou ces concepts-là, etc. Pour lui, les mots, ils veulent rien dire. Mais ce qu'il a appris, c'est qu'à chaque fois qu'il a vu une phrase passer dans un texte, et il en a vu des milliards et des milliards, il a retenu que après tel mot, tu avais statistiquement 20% de chance de voir tel mot, 10% de chance de voir tel mot, etc. Et en faisant ça sur l'ensemble de tout le texte possible et imaginable, tu te retrouves avec ce modèle statistique qui peut arriver de manière extrêmement fine à te prédire en fait quelles vont être les réponses, j'allais dire logiques, c'est pas logique, mais les réponses probables ou les suites de mots probables qui viennent après une autre suite de mots. Voilà. Et donc c'est comme ça que ça fonctionne. Alors évidemment, ça s'est pas arrêté juste là parce que il voulait exactement éviter les problèmes qu'on a mentionnés avec les risques de biais de l'intelligence artificielle, les risques tu vois, de réponses problématiques, entre guillemets, toxiques, fascistes, peu importe. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est que une fois qu'ils ont eu ce modèle-là qui a été mis au point après l'entraînement statistique, ce qui à mon avis a dû prendre des mois de calcul dans le cloud de Microsoft, et du coup coûter des centaines de milliers de dollars, une fois qu'ils ont eu ça, en fait, il y a eu une deuxième phase qui était ce qu'on appelle du renforcement supervisé. Donc, ils ont fait interagir le chatbot avec des humains pendant, je ne sais pas combien de temps, probablement plusieurs mois. Et à chaque fois que le chatbot donnait une réponse qui était considérée comme mauvaise, que ce soit factuellement ou moralement, eh ben, en fait, il y avait un petit ajustement qui était fait, certainement par un système avec pouce vers le haut, pouce vers le bas, qui permettait de décourager les réponses jugées mauvaises et d'encourager celles qui étaient jugées qualitatives. Et une fois qu'ils ont fini cette phase d'entraînement pendant plusieurs mois et qu'ils ont eu l'impression qu'ils avaient bien réussi à sortir tous les contenus qui étaient, je ne sais pas comment on peut les qualifier, mais en tout cas tous les contenus indésirables, qu'ils avaient réussi à les rendre hautement improbables dans leur modèle, et ben là ils ont sorti le produit public. Une petite question qu'on peut se poser, c'est il y a quand même, je dirais, il y a quand même c'est pas neutre, tu vois, d'être la personne qui fait le renforcement de ce modèle, la personne qui va décider de quel est un contenu qui est acceptable et positif et lequel va être négatif. Alors après, moi je suis bien sûr très heureux que tu vois, le fascisme, l'homophobie, etc. soient pas des réponses par défaut dans ChatGPT, évidemment. Mais il faut être aussi d'accord pour dire que c'est un biais culturel. Tu vois, que toutes les cultures sont pas forcément d'accord avec notre vision de l'égalité, je sais pas, de système politique, etc. Et on peut se dire qui c'est qui a fait cet entraînement, en fait. Et il s'avère qu'il y a eu un article du Times qui est sorti il y a pas longtemps, qui est vachement intéressant. Ce renforcement, ce travail de lire et inlassablement poser des nouvelles questions à ChatGPT en espérant ou pas tomber sur des mauvais contenus, ça a été sous-traité au Kenya à des travailleurs qui étaient payés à peu près 2 $ par heure. Voilà. Et donc voilà, c'était je trouve que c'est un détail intéressant, voilà, de se rendre compte que finalement voilà, Ouais. on s'est assuré que notre chatbot serait bien pro-démocratie grâce à des travailleurs sous-payés dans le tiers-monde, Ouais. pour qu'ensuite on leur revende justement les produits dérivés du chatbot. Enfin bref, il y a des choses à dire là-dessus, mais je pense que c'est un détail qui est marrant. Bah, c'est une vision, très occidentale et en effet, comme tu dis, nous, avec, notre culture de Français et cetera, ça va plutôt dans notre sens, et dans nos modèles de compréhension. Mais du coup, est-ce qu'on pourrait s'imaginer qu'un outil relativement, enfin similaire en termes de technologie, mais développé,
par une société qui typiquement n'a pas du tout les mêmes valeurs, pour qui justement l'homophobie c'est la norme par exemple, puisse voir le jour et auquel cas on ait des réponses qui soient complètement opposées. Absolument, je dirais même que c'est une inévitabilité. Actuellement, il y a un modèle qui est disponible, c'est celui de ChatGPT. Tu as celui de Google Bard qui arrive prochainement, on verra. Baidu, ils ont annoncé aujourd'hui ou hier, je ne sais plus si c'était Baidu ou Alibaba, je crois que c'est Baidu, ils ont annoncé qu'ils allaient lancer leur propre chatbot. J'ai oublié le nom. Certainement que les biais culturels du chatbot de Baidu, ils vont être radicalement différents des nôtres. Tu as aussi des projets open source. Il y en a un qui s'appelle ChatGPT Neo, je crois. Non, GPT Neo, pas ChatGPT. Voilà, qui s'appelle GPT Neo. C'est une implémentation open source de cet algorithme GPT qui a été publié par OpenAI et du coup qui a été entraîné avec d'autres données, qui n'a pas eu cette phase de renforcement manuel et qui certainement donnera des réponses qui sont différentes et que tu peux d'ailleurs toi-même, alors j'imagine qu'il faut un peu de connaissances, mais que tu peux toi-même réentraîner derrière pour ajouter ou enlever des biais. Parce que c'est vrai que de manière un peu paradoxale, pour tout ce processus qu'on appelle enlever les biais de l'intelligence artificielle, ça correspond littéralement à ajouter nos biais à nous. Tu vois. D'un point de vue pratique, quels sont, toi, Yvan, les avantages et les inconvénients que tu identifies dans l'utilisation de ChatGPT pour les entreprises ou par les utilisateurs finaux ou le grand public? Alors, l'inconvénient le plus évident, je pense que maintenant tout le monde s'en a un petit peu rendu compte, c'est le fait que ChatGPT, il est très fort pour donner une réponse avec beaucoup de confiance, mais des fois sur les faits, il est un petit peu moins fiable, tout simplement. C'est très facile de le faire se planter. Par exemple, tu lui demandes de faire une addition, et l'addition en général, il va la louper. Pourquoi? Parce que si jamais il voit une suite de mots qui est un chiffre plus un chiffre, statistiquement, il sait que derrière, il va te donner un autre chiffre. Mais tu vois, statistiquement, ce sera rarement le bon aussi. Donc, en pratique, ces trucs-là, là-dessus, il est déjà, rien que sur ça, il est mauvais. Alors, ça ne veut pas dire que tout est acheté avec lui, mais ça veut dire, de manière intéressante, il est meilleur en dissertation qu'en arithmétique niveau 6e. Voilà. Il aurait pu être créé par moi, du coup. C'est possible, ouais. Tu peux peut-être nous annoncer que tu as des stock options à nous vendre, un truc comme ça. Non. Ce que j'étais en train de dire, par contre, c'est que j'ai pas un niveau d'arithmétique de 6e. Non, mais ouais, non, plus sérieusement. Effectivement, il y a des gens qui lui ont fait faire des dissertations, et la dissertation était parfaitement bien rédigée, dans un français impeccable, ou d'un anglais impeccable, sauf qu'en pratique, à l'intérieur, il pouvait avoir des erreurs, tout simplement parce que il n'a pas une approche qui est basée sur un modèle de connaissance, il a une approche qui est basée sur un modèle du langage. Et donc, tant qu'il est en train de deviner quels sont les mots qui doivent venir, souvent il va avoir raison, mais régulièrement, il va se planter aussi. Ok, tu veux dire qu'il est meilleur sur la forme que sur le fond? Largement, ouais. Ok. Alors, il n'est pas mauvais sur le fond, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais la méthode d'entraînement et ce qu'est ChatGPT fait que naturellement, en fait, il va être toujours bon pour avoir une forme qui est correcte, mais sur les faits, tu vois, ça va être un peu plus aléatoire. Parce qu'avant tout, il est capable de prédire des suites de mots. Et en général, tu vois, la syntaxe, ça, c'est un truc qu'il a vu partout et sur lequel il va être hyper carré parce que son modèle là-dessus, il a été entraîné sur tous les textes de l'humanité et que tous, ils respectent à peu près la même syntaxe, les mêmes règles de grammaire, etc. Donc, il va être bon là-dessus. Mais, tu vois, sur les faits, peut-être que, par exemple, si jamais c'est des faits qui sont contestés, si jamais, tu vois, il y a deux visions ou deux écoles, peut-être qu'il peut se tromper et t'en donner une alors que c'est l'autre. Peut-être que, tu vois, aléatoirement, il va choisir la mauvaise, ou peut-être que tout simplement, il va mélanger des choses qui n'ont pas lieu d'être mélangées. Donc, je dirais que le danger principal, ça va être ça. C'est un petit peu un des paradoxes de ChatGPT, en fait. C'est le fait de dire que ChatGPT, c'est génial parce que ça permet d'avoir un accès à la connaissance hyper direct, plus rapide qu'une recherche Google, mais en même temps, il n'est pas assez fiable pour que tu puisses lui faire confiance si tu n'es pas déjà expert du sujet. En fait, tu vois, c'est le problème, c'est que tu vois, c'est utile que si jamais tu as déjà la réponse. Et donc là, on est passé un petit paradoxe. Mais du coup, est-ce que c'est pas un boulevard immense pour Google et Bard? Alors, je connais pas exactement les détails du fonctionnement de Bard. Il me semble que Bard, il est basé sur l'architecture Transformer dont GPT est inspiré. Alors, je parle avec des pincettes, il est possible que je me trompe là-dessus, mais il me semble que c'est ce que j'ai compris. Si c'est le cas, ça voudra dire que Bard, qui aura, à mon avis, certainement une complexité et un jeu d'entraînement qui sera encore un ordre de grandeur au-dessus de ChatGPT, donc qui sera sûrement des résultats encore plus impressionnants, il aura quand même le même problème fondamental qui est que ça va être un modèle de langage. Donc, modèle de langage, ça va toujours être une histoire de...
il est capable de faire des phrases, il est capable de deviner qu'est-ce qui vient après, mais il n'a pas de connaissance quelque part qui lui permettrait de dire les faits qui correspondent à tel événement, c'est telle chose ou telle chose. Et donc tu seras toujours sur des approches probabilistes de réponses et non pas sur des approches factuelles. On peut envisager tout un tas de développements possibles, enfin de l'outil, de manière générale, notamment quand on sait que, l'actionnaire principal, c'est quand même Microsoft. Microsoft a racheté des sociétés type, Nuance, récemment où, du coup leur technologie, si je puis dire, c'était toute la reconnaissance vocale et donc d'avoir aussi la partie langage et donc pas uniquement en écriture. Et globalement, enfin dans le développement, si on se projette dans le futur, comme tu le disais, on n'aurait jamais pensé qu'en 2022, il y a un outil aussi performant. Qu'est-ce qu'on peut imaginer attendre pour, l'avenir, proche et lointain globalement? Alors sans, avoir de boule de cristal, hein, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on peut imaginer, considérant quand même les moyens colossaux, qui peuvent être mis derrière? Alors, je peux te faire je pense une bonne réponse sur la question, en ce qui concerne, le petit secteur des technologies, et Mmh. de l'informatique. Là où je vais être beaucoup plus prudent et où, pour le coup, je me pose des énormes questions, c'est sur les aspects sociétaux. Donc je vais Ouais. répondre à la première partie. Je pense que maintenant que Microsoft, ils ont les doigts dedans et ça fait quelques mois, hein, avant même que ChatGPT sorte, Ouais. ils avaient déjà acheté l'exclusivité du modèle. Donc ils avaient bien senti qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Là, ils ont investi encore plus parce que, ça a été prouvé et que l'engouement a été immédiat. Donc à quoi on peut s'attendre? Je pense que, Windows 12 ou Windows 13, ça va être, full IA, en fait. Tu peux t'attendre à ce que, tu parles à ton ordinateur et puis ils comprennent ta commande et puis qu'ils te répondent. En fait, de la même manière qu'actuellement, tu dois taper pour parler à ChatGPT. Je pense que l'interface, ils vont très, très vite mettre de la reconnaissance vocale et de la synthèse vocale par-dessus. Ce sera plus simple. Et puis ce sera très sympa aussi, je pense. Donc à mon avis, ça, on va y Puis ils arriver très, disposent très des vite. technologies de plus. Ouais, 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 ils ont toutes les pièces du puzzle. Alors là, il y a vraiment plus Mmh. qu'à mettre de la glu. Donc à mon avis, ça va arriver très, très vite. On peut s'attendre à ce que, les assistants IA, arrivent aussi, en force dans tous les outils de bureautique. Je sais qu'ils ont prévu de le mettre dans Outlook peut-être, en tout cas dans la suite Office. Peut-être j'ai vu aujourd'hui des mimes passer sur, Clippy, tu sais le petit, trombone là de Microsoft Word. Je sais pas s'ils vont le ressusciter ou pas, mais je veux dire, ce genre d'assistant, il va servir, il Il va me être manque. évidemment, un petit peu, ouais. On peut lui faire faire des petits sauts, et cetera, c'était sympa, mais il va vraiment, si jamais d'une forme ou d'une autre, ce truc-là, il va réémerger, et être dopé par la puissance de l'IA. C'est-à-dire Mmh. qu'à l'époque où tu avais un espèce de menu, éventuellement tu pouvais taper des mots-clés, derrière, aujourd'hui, tu pourras commencer dans ton document Word en disant, «J'envoie une lettre à monsieur machin pour lui parler, de mon problème, je sais pas, je vais envoyer une lettre à mon propriétaire, parce qu'il faut qu'il répare ma chaudière». Ben, tu tapes ça, tu vas faire, certainement, contrôle entrée ou je sais pas quelle suite de touches et puis, en fait, Microsoft Word, il écrira complètement ta lettre. Voilà. Et pareil pour, Outlook, où certainement si tu reçois un mail un peu trop long, tu auras un petit bouton qui dira, «Résume-moi ce mail là, il y a trop à lire», quoi. Donc tous ces outils-là, dans les téléphones portables, ça va arriver aussi, très vraisemblablement. Par exemple, tu reçois, je sais pas, tu es dans un groupe, WhatsApp avec toute ta famille, ils arrêtent pas de spammer, tu les as mutés pendant un jour. Certainement, tu pourras résumer, tu vois, les faits saillants, un peu plus tard. Peut-être, tu vois, tu es dans la rue, tu reçois un email qui est, je sais pas, tu reçois un email, tu peux pas répondre parce que tu peux pas taper en train de marcher, tu risques de percuter d'autres passants. Ben, tu pourras parler dans ton téléphone et dire, je sais pas, l'équivalent de, Siri, fais-moi une réponse intelligente à cet email et sauf que ce sera vraiment une réponse intelligente à cet email ou bien Ok. construite, quoi. Et donc tu penses qu'en fait, ChatGPT va disparaître, mais la techno derrière va infuser partout? Ou est-ce que tu penses que les deux vont cohabiter, il y aura une genre de standalone app, et après il y aura des usages qui seront intégrés sur nos téléphones, sur nos ordis, sur... ChatGPT, ça a toujours été une démo technique. Si tu utilises le site web, tu regardes, ils précisent bien: «Attention, c'est qu'une, entre guillemets, research preview». C'est-à-dire, ils ont un modèle qui marche à peu près à leurs yeux et ils veulent voir comment ça marche dans le monde réel, mais c'est pas ça le produit final. Ok. Peut-être qu'il va rester, peut-être qu'il va continuer à être commercialisé comme ça parce qu'effectivement, il y a plein d'utilisateurs, que tout le monde trouve ça marrant, mais la vocation, de cette technologie, c'est effectivement d'être diffusée et d'être un peu, déplacé non pas sur un site web où on peut parler avec quand on a envie, mais au contraire d'être mis dans les technologies qui sont toujours à portée de main et où il pourra être, invoqué n'importe quand, n'importe comment. Voilà, Ok. pour moi, c'est vraiment par là que ça va. Alors peut-être que ça continuera de s'appeler ChatGPT, parce qu'après tout, la marque maintenant, elle a quand même, explosé, puis je pense qu'ils vont avoir intérêt à l'exploiter. Mais en pratique, qu'ils changent de nom ou tu vois, qu'ils créent des sous-produits, qu'ils mettent dans tout un tas d'appareils différents,
ça va pas faire une différence majeure, hein. Mais avec toutes les capacités, ça me fait dire aussi que potentiellement ça pourra accompagner, les échanges dans des langues différentes, Ouais. avec, du coup une compréhension quasiment instantanée et une capacité en fait, du coup de s'exprimer dans une langue qu'on comprend pas forcément, mais grâce à enfin il y a déjà des technologies qui existent, hein, comme ça bien sûr, hein, mais disons, la fluidifier sans doute. Ouais, alors effectivement, ça c'est un autre projet dont on n'a pas parlé, mais tu vois, de la même manière que tout à l'heure je disais que les artistes, quand il y a eu Midjourney qui est sorti, ils ont commencé à baliser un petit peu. Les traducteurs, il y a un autre produit qui est équivalent qui est sorti, je sais plus, j'ai pas la date exacte, mais qui apparemment a des résultats, incroyables. Ça s'appelle DeepL? DeepL, je sais pas comment est-ce qu'on le prononce. Et effectivement, DeepL, c'est différent de ChatGPT, mais ça a l'air de faire extrêmement bien le travail de traduction. Je sais pas, je l'ai pas testé moi-même, mais j'imagine C'est que c'est très instantané. efficace. Il y a Heu, des petites erreurs de temps en temps, il s'agit de relire, mais contrairement à un Google Translate, comme on ouais, pouvait l'avoir avant et ce qu'on a connu, c'est qui s'est amélioré aussi, hein, globalement, hein. Exactement, c'est ce que j'allais préciser. mmh, Ça n'a rien à voir. c'est ça, ça m'étonne pas et donc les traducteurs, encore un métier qui va changer radicalement en devenant non plus un boulot où tu dois traduire toi-même, mais un boulot où tu vas devoir contrôler, la sortie de DeepL et puis éventuellement reformuler Mmh. les petites entournures Yes. ou la peut-être que la syntaxe pas ou la tournure est pas tout à fait idiomatique, je sais pas quoi, mais personnellement, tu vois, ça va vraiment être une modification de ces métiers-là. Complètement. Et d'ailleurs, je pense il doit y avoir un nombre incalculable de métiers où finalement il va falloir devenir complémentaire de ce genre de technologie pour pas être mis au placard. Ouais, mon pronostic, c'est, 100. Non, mais sérieusement, à Mmh. moins que l'on soit dans des métiers, manuels, tous Et les donc, il y aura des robots? ou ouais, il y en a déjà effectivement, mais tout ce qui est profession intellectuelle, à mon avis, ou tout il y a quoi comme travail qui fondamentalement se résume pas à produire du texte? Enfin, tu vois, les programmeurs, ils produisent du code, les auteurs, ils écrivent du texte, les gens qui font de la communication, ils écrivent du texte. Moi, dans mon boulot, j'écris des rapports, j'écris du texte. Mmh. Heu, tout le monde écrit du texte, en fait et chaque personne qui écrit du texte désormais, va avoir intérêt à le faire faire par ChatGPT et si elle a pas intérêt à le faire faire par ChatGPT, son employeur aura intérêt à le faire faire par Mmh. ChatGPT. Donc dans tous les cas, il va y avoir ces questions-là qui vont se poser et je pense pour tout le monde. Ouais, pour réinventer finalement la valeur ajoutée humaine et du coup, faire, des choses, un peu différentes. C'est ce que je lisais, hein, globalement avec, tous ces échanges justement, qui passent, hein, sur les réseaux sociaux crainte, de ChatGPT ou opportunité et cetera et où il y a tout un tas de conversations à ce sujet et j'ai lu quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant qui disait, il faut pas craindre, que ChatGPT remplace l'humain. En revanche, vous avez tout à craindre d'un humain qui sait très bien utiliser ChatGPT, au niveau justement compétitivité globalement, à savoir, tout le monde a intérêt, aujourd'hui du coup de s'équiper et de se mettre, aux nouveaux outils parce que sinon c'est là qu'on va être à la traîne en fin de compte. Très belle Ouais, sophistique. j'aurais tendance à être pas d'accord avec cet avis, tu vois? Ah. Je veux dire, je le comprends, mais je pense qu'il est trop optimiste. Pour moi, ChatGPT, c'est une révolution, comme presque une 4e révolution industrielle et ça va changer notre rapport au travail. Tu vois, on a beau dire: «Oui, mais faut pas avoir peur de ChatGPT, parce que maintenant on pourra le superviser». En pratique, si jamais avant il fallait 10 personnes pour faire du texte et que maintenant il en faut une, tu vois, qui fait que relire les différentes sorties de ChatGPT, tu en as 9 qui se retrouvent à la rue. C'est pas une question juste de Le fameux destruction concept de d'emplois. la destruction créatrice qui ne créait pas finalement suffisamment. Ouais, alors, tu vois, cette fameuse destruction schumpeterienne, elle est belle en théorie, mais en pratique, on l'a C'est pas ça. trop vue, Exactement, on l'attend encore. ouais, donc je dis pas que ça va être juste de la destruction d'emplois. Je pense que ça va changer énormément de choses et dans des proportions que moi j'ai un peu du mal à imaginer, mais je pense que ça va vraiment changer le rapport entre l'humain et le travail, vraiment. Et de la même manière que la machine à vapeur, quand elle a été inventée, elle a changé le rapport entre l'humain et le travail. Et ça, c'est pas quelque chose qui est anodin dans nos sociétés. C'est-à-dire que tu regardes l'invention de la machine à vapeur, quand c'est arrivé, ça a changé l'organisation de la société humaine. Ça voulait dire que le féodalisme tel qu'il existait, où c'était important d'avoir des grandes terres à cultiver et puis une armée de serfs un peu obédients qui seraient là pour exécuter ton bon vouloir et cultiver tes terres, du jour au lendemain, ça servait plus à rien parce que tu pouvais acheter des machines et puis cultiver ces terres à la place. Et en fait, ça a conduit à l'émergence du capitalisme, la fin du féodalisme, ça a conduit à une urbanisation parce que tous les gens qui habitaient, tu vois, dans les campagnes et qui travaillaient la terre, et ben finalement il n'y avait plus de boulot pour eux, donc ils devaient aller en ville. Et ça, c'est des changements mais qui ont été énormes et radicaux. Et je précise justement que ces changements-là, ils ne se sont pas faits ils se sont pas faits de manière pacifique. S'il y a eu ces changements sociétaux, ils se font dans le sang parce qu'il y a des gagnants, il y a beaucoup de perdants, et que entre temps, dans la phase de transition, il y a aussi des gens qui meurent de faim. Et que ça même
à l'époque, ça passait pas, et dans nos sociétés, ça passe encore moins. Donc, moi, je pense que effectivement, il faut avoir peur de quelqu'un qui sait utiliser ChatGPT là pour l'année qui vient, parce qu'il va avoir des promotions. Mais tu vois, dans les 20 prochaines années, je pense qu'il faut avoir peur des gens qui auront pas pu sauter sur le wagon de ChatGPT et qui sont laissés derrière nous, et qui, pour le coup, seront des laissés pour compte et qui vont pas accepter ça. On a mentionné un petit peu Google. Comment penses-tu que Google a réagi au vu du succès fulgurant de ChatGPT? Est-ce qu'ils ont eu un petit peu chaud? Est-ce que ça a changé un peu leur modèle? Comment t'imagines la réaction du géant? Alors, c'est un petit peu compliqué de savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de Google, surtout que j'imagine que c'est des décisions qui se produisent à un niveau un peu stratosphérique. Déjà, la première chose qu'il faut souligner, c'est que Google, il travaille sur ces sujets depuis très 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 longtemps, et en toute vraisemblance, ils ont une avance importante, significative sur OpenAI. Pourquoi? Parce qu'OpenAI, c'est une startup de San Francisco. Alors ok, ils sont noyés sous les capitaux et les investissements de Microsoft et certainement d'un certain nombre d'autres sociétés, mais c'est pas Google, quoi. On est bien d'accord. Google, ils ont de l'avance, ils ont beaucoup de données, ils sont bien connus pour ça, et ils ont aussi des bons ingénieurs qui bossent sur l'IA depuis très 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 longtemps. Alors ils avaient un peu défrayé la chronique il y a quelques mois parce que l'un de leurs ingénieurs avait annoncé que ça y est, ils avaient une IA qui était consciente. Je ne sais pas si tu avais suivi, mais en gros, un ingénieur qui a publié sur une tribune sur Medium pour dire ça y est, on a une IA qui est self-aware, je sais pas comment dire, elle a une conscience de soi, et puis maintenant, si elle met en l'éteint, c'est un meurtre. Voilà ce qu'il disait le mec en substance. Est-ce qu'il avait raison, est-ce qu'il n'avait pas raison? Donc, je pense qu'on peut se faire un avis en allant lire la conversation parce qu'elle est plus disponible publiquement. Je pense que c'est intéressant. On n'a pas évoqué, mais on va avoir des vraies questions philosophiques qui vont arriver aussi. En tout cas, Google y bossait là-dessus. Et ils avaient un modèle de langage qui certainement avait beaucoup, beaucoup d'avance sur celui de ChatGPT. Et le succès de ChatGPT, ça n'a pas menacé Google, dans le sens où on peut le lire dans certains journaux, les gens qui disent « Ah, ça y est, Google, ils sont dépassés parce que maintenant on n'a plus besoin de moteur de recherche, on a ChatGPT ». Bon, en pratique, je pense que ça a largement avancé les plans de Google en termes de calendrier. Je ne pense pas qu'ils avaient l'intention de sortir un produit ou un chatbot comme ça dans les prochains mois, peut-être dans les prochaines années. Mais là, en fait, ils sont au pied du mur. Oui, c'est ça. On dirait qu'ils l'avaient dans le tiroir et que sous la pression, ils l'ont sorti. Enfin, ils l'ont annoncé très vite. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils l'avaient, c'est à peu près sûr. Bah, c'est d'autant plus sûr qu'on a des logs de conversation publiés par des ingénieurs de Google qui montrent un peu ce qu'il y avait, il y avait chez eux. Ils n'avaient pas l'intention de le sortir maintenant, mais clairement, vu l'envergure que ça a pris, ils ne veulent pas laisser tout le marché à Microsoft, qui est leur concurrent sur plein de domaines. Ils peuvent pas se permettre, je pense, de pas réagir. Donc c'est pour ça qu'ils vont sortir leurs propres produits. Pareil, quand tu vois que Baidu, encore une fois, si c'est eux, je crois que c'est Baidu et pas Alibaba, mais si c'est Baidu, tu vois que Baidu, là, ils annoncent ok, nous aussi, on va sortir le nôtre dans un mois ou un truc comme ça. Bah, tu sais bien que c'est pas un truc qu'ils vont développer en un mois sans manger, sans dormir. C'est un truc sur lequel ils ont travaillé depuis longtemps. Et puis bon, bah, ils voient que ça marche, ils voient que tout de suite il y a de l'engouement autour de ça, ils disent bon, bah, on va rentrer dedans maintenant parce que c'est le moment. Ça me pose une question, et pour le coup, c'est pas exactement lié au sujet que je voulais aborder juste après. Mais comment on peut expliquer au final que en parallèle, en fait, du coup, plusieurs géants ont avancé sur les mêmes projets, en sachant que bon, bah, il y en a un qui l'a sorti en premier, ok, Microsoft, mais comme tu le dis, si Baidu, si Google sont capables de sortir leurs propres outils dans les prochaines semaines, les prochains mois, c'est qu'ils travaillent dessus depuis déjà forcément très très longtemps. Alors, il y a ce qu'on appelle l'espionnage économique, bien sûr, mais de manière générale aussi, est-ce qu'on peut se dire que c'est une évolution sociétale qui fait qu'on tendait vers ce type d'outils, ou est-ce que je suis dans une naïveté folle et ça n'a rien à voir avec ça? Non, je pense que c'est parce que c'est un des sujets qui était prometteur. Si tu regardes tous les grands axes, tu vois, de développement dans le numérique qui actuellement, qui sont l'ordinateur quantique, qui sont l'IA, qui sont le cloud, etc. En fait, tous les géants, ils sont un petit peu dedans déjà. Tu vois, je crois que Google, il bosse sur l'ordinateur quantique de manière très sérieuse. Ils sont dans le cloud, Microsoft est dans le cloud et dans l'IA, Google est dans l'IA. Globalement, tu vois, quand tu as des grosses sociétés comme ça, de la technologie, qui sont dans des positions quasi dominantes ou sur des marchés, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher à conquérir d'autres marchés. Et les technologies sur lesquelles il y avait des développements à faire et qui nécessitaient beaucoup d'argent, eh ben, entre autres, il y avait l'intelligence artificielle. Donc je ne suis pas étonné qu'ils aient tous travaillé dessus. Voilà.
Je suis aussi heureux de voir que pour la majorité, ils ne se sont pas trop penchés sur le métavers. Ils ont tout de suite identifié que c'était pourri. Et du coup, ils n'y sont pas allés. Donc, petit coucou à Facebook qui aurait dû bosser sur l'IA et qui a bossé sur l'IA en parallèle. Hein. Ils ont aussi leur chatbot, mais qui a l'air de moins bien marcher. Mais ouais, c'est pour ça. C'était un domaine qui était universellement reconnu comme prometteur. Alors moi, tu vois, j'y croyais plus. J'avais perdu espoir. Mais eux, ils continuent d'investir et finalement, ça finit par marcher. Quoi. Yvan, tu crois à une concurrence des innovations, c'est-à-dire qu'à notre capacité de ne pas pouvoir encaisser trop d'innovations d'un coup, est-ce que par exemple le succès de l'IA tel quel sous forme de chatbot peut faire de l'ombre par exemple au métaverse qui spontanément pourrait être deux choses totalement différentes, mais le succès de l'un, est-ce que peut freiner l'autre? Non, j'y crois pas. Alors, un truc que je trouve toujours intéressant de rappeler, c'est que en tant qu'humain, nous on a une perspective qui est assez limitée sur notre environnement. Tu vois. Tu regardes un peu autour de toi, tu regardes le progrès que tu as connu depuis ta naissance, et en fait, naturellement, tu vas imaginer que c'est un peu linéaire. Tu vas imaginer que c'est une pente qui est un petit peu droite et que tu vas avoir à peu près autant de progrès après que tu en as eu avant. En pratique, dans l'histoire de l'humanité, le progrès, c'est une courbe qui est totalement exponentielle. Si tu regardes l'écart de temps qui a été parcouru entre l'invention du feu et puis la première révolution agricole, je sais pas, c'était des milliers d'années. Si jamais tu prends un homme préhistorique et que tu le téléportes à l'an en moins 10 000, il va pas être trop choqué. En fait, tu vois, ça va pas, tu vois, il va être un peu triste parce que tous les gens qu'il connaissait sont morts, mais tu vois, il est pas perdu, le gars. Ça va. Mais tu prends quelqu'un de l'année 1923, tu le téléportes en 2023, là, il comprend plus rien à ce qui se passe autour. Tu vois, le monde n'a plus rien à voir. Oh, même mes grands-parents, hein, qui sont encore en vie, mais qui ont 90 ans, ils sont 32. Ils ont vécu dans leur vivant, et j'espère qu'ils vont encore vivre quelques années, mais un nombre d'innovations incalculables, qui fait que le monde dans lequel ils sont nés n'a absolument plus rien à voir avec le monde dans lequel ils sont aujourd'hui des personnes âgées, et sans aucune commune mesure, je veux dire, avec les innovations qu'il y avait eu précédemment. Au niveau de la transformation à minima des modèles économiques, sociétaux, technologiques, le rapport au travail, enfin tout en fait. C'est ça, et je suis entièrement d'accord. Et il faut bien être conscient du fait que ce mouvement-là, il s'accélère en fait, et que ce qu'on a connu jusqu'à présent, je sais pas, pour moi, il y a eu quoi? Il y a eu le Minitel, très important. Il y a eu Internet, les téléphones portables, il y a eu pas mal de trucs. Mais ce qu'on a connu, ce qui était déjà beaucoup, en fait, tu vois, par rapport, effectivement, on prend nos grands-parents, déjà, ça, c'était un peu trop pour eux. Ils n'ont pas tous réussi à suivre. Mais tu vois, Mes grands-parents n'ont pas d'ordinateur. voilà, ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, qui était déjà pas mal, en fait, par rapport à ce qui va venir après, on va avoir encore plus de trucs qui vont arriver. Et l'IA, ça fait partie de ces futures révolutions qui sont en train de se développer, et il va y en avoir d'autres. Alors le métavers, on en a déjà parlé, et tu sais que moi je suis pas spécialement convaincu par le truc, mais tu vois, je serais pas du tout, j'aurais pas tendance à dire que on est en train de prendre la révolution de l'IA, du coup c'est bon, on en a une, on est tranquille. Non, je pense qu'on en a eu une, qu'on en aura une autre dans 10 ans, puis après dans 5 ans, puis dans 3 ans, 2 ans, 1 an. Je pense que c'est plutôt ça à quoi il faut s'attendre. Alors, en espérant Donc, que ce du soit coup, pas il y métavers. a tout un tas de chances finalement que nous-mêmes on soit confrontés à une situation comme le sont, on va reparler encore de mes grands-parents aujourd'hui, quand on sera nous-mêmes à 80-90 ans, en fait le monde dans lequel on vivra n'aura rien à voir avec celui dans lequel on est né, ou au contraire, puisqu'on est quand même malgré tout une génération où les innovations ont toujours été relativement vite, en fait on va s'accoutumer et s'adapter à chacune de ces transformations. Écoute, je vais être honnête C'est avec toi. difficile à dire, hein. Je vais être honnête avec toi. Pour moi, c'est une de mes angoisses existentielles majeures, quoi, de me dire qu'un jour, je vais décrocher, j'arriverai plus à suivre. Je sais pas, j'espère que ce sera pas le cas. Du coup, tu vois, pour répondre à ta question, j'ai envie de dire non, mais non, on y arrivera toujours, c'est sûr, il n'y a pas de problème. En pratique, tu vois, j'en suis pas convaincu. Je vois bien que tu vois, il y a des nouveaux réseaux sociaux qui sortent. Instagram, j'ai vite fait compris. TikTok, j'ai même pas essayé de regarder parce que tu vois, ça me dépassait. Et je me dis bon, c'était pas une rupture, tu vois. C'est pas Non, parce c'est que par manque d'intérêt peut-être. peut-être, Honnêtement, je pense voilà. que si tu te faisais un compte sur TikTok, tu comprendrais comment ça fonctionne très rapidement. Peut-être, voilà, peut-être aussi que j'ai raté un truc, je sais pas. Mais je veux croire qu'on va encore arriver à suivre. Je veux croire effectivement que si jamais je me penchais sur TikTok, j'arriverai à comprendre ce qui se passe. Tu vois. Tu Mais seras pas convaincu de l'intérêt sans doute, mais tu arriverais à comprendre voilà. ce qu'il faut faire. Tu vois, est-ce que dans 40 ans, ce sera toujours vrai? Tu vois, j'espère, mais j'en suis pas absolument certain. Transition du coup sur l'aspect sociétal. On a parlé un petit peu donc de la rupture au niveau de la société globalement, ce qu'on peut attendre avec ce type de technologie, où toi du coup tu le positionnes comme presque comme une révolution technologique. Quel challenge d'ordre éthique
on peut observer au développement en fait et à l'adoption massive de ce type de techno. Tu disais précédemment qu'au niveau notamment du rapport au travail, il y aura forcément des gens qui seraient laissés de côté. Éthiquement parlant, est-ce que ça soulève aussi d'autres questions selon toi? Je vais te faire une réponse provocatrice, et après je reviendrai dessus, mais réponse provocatrice, ce serait aucun challenge éthique. Pourquoi? Parce que en pratique, tout le monde s'en fout là, tout de suite. Je te le dis honnêtement, c'est pas un sujet. Si jamais tu regardes autour de toi, tu vois, tu regardes les infos, etc. Quand ça parle de ChatGPT, effectivement, c'est des sujets qui sont un petit peu évoqués. Mais si tu regardes aussi le mouvement de l'industrie, si tu regardes au niveau du gouvernement, à droite à gauche, ils sont pas en train de dire wow, ça va vite ce machin-là, il faut qu'on prenne notre temps et qu'on pose des règles. Ils sont pas en train de dire ça du tout. Ils sont en train de dire si jamais on met pas des milliards d'euros là-dedans tout de suite, on va être dépassé parce qu'il y aura Microsoft, il y aura les Chinois et on ne pourra jamais les rattraper. Mais donc, je me permets du coup de t'interrompre à ce niveau-là, mais en fait, est-ce que ça n'a pas toujours été ça, finalement, où l'humain et les régulations de manière générale arrivaient largement après l'adoption massive? Et ce qui pose un certain nombre de problèmes, et enfin, je veux dire, on est dans le milieu de la cybersécurité, on est les premiers à le savoir, que globalement, si on avait positionné la question de la régulation des normes dès le début du développement même de l'IoT, la security by design, ce ne serait pas un sujet, ça existerait au départ. C'est vrai, tu marques un point là-dessus. Effectivement, en général, c'est comme ça que ça se passe. Là, tout de suite, on est dans la course à commencer, et elle ne va pas s'arrêter sur les questions éthiques, ça c'est à peu près garanti. Il n'y a personne tout de suite qui est intéressé par tu vois, freiner le mouvement. Alors, quelles vont être les problématiques autour de ça? Il y en a plusieurs. Je pense qu'une qui me préoccupe un petit peu, c'est de me dire que on avait du mal à gérer Facebook, Twitter, etc., les réseaux sociaux, les fake news et tout ça. Et là, on entre dans une ère où je suspecte, voilà, ça c'est un pronostic comme ça au doigt mouillé, que dans 10 ans, plus de la moitié des textes qui seront générés sur Internet, voire peut-être même plus de la moitié des textes qu'on lira tout court, auront été faits par des IA. Est-ce qu'ils auront été vérifiés? Peut-être, peut-être pas, peu importe. Mais on va être enseveli, je dis bien enseveli, par des masses de données qui ont été générées de manière automatique et par des gens qui auront des objectifs divers et variés. Et à mon avis, on va devoir affronter des quantités de fake news comme on n'en a jamais vu, mais jamais. Et tu vois, les outils qui sont sortis un petit peu récemment par OpenAI qui permettraient éventuellement de dire identifier quel texte a été généré par ChatGPT, un, il ne marche pas, ces outils-là. Et deux, quand bien il marcherait, tu auras toujours une startup quelque part pour faire son modèle de langage qui, justement, n'est pas détecté, parce que ce sera un argument de vente. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand tu parlais aussi du coup des images automatisées. Finalement, demain, en fait, qu'est-ce qui pourra nous permettre de constater qu'une image qui est publiée, par exemple, dans le monde du journalisme, n'est pas totalement créée par une intelligence artificielle, mais est véritablement une photo prise sur place. Ça peut créer tout un tas de problèmes malgré tout aussi au niveau justement de ne serait-ce que de la diffusion d'informations. On peut manipuler. Là, je vais venir à mes fondamentaux d'études d'information communication, mais on peut manipuler très facilement des masses avec ce genre d'outils. Absolument. Je pense que ces outils vont être utilisés à la fois dans des opérations d'influence et aussi dans des opérations de manufacture du consentement et de manière massive. Voilà. Et je pense qu'en tant que société, notre génération est plus prête que la précédente parce qu'on a déjà traversé les réseaux sociaux. Et donc, on a appris un petit peu à se méfier, pas tout le monde, mais ça va prendre une ampleur qu'on n'aura jamais vue. Donc ça, c'est un des énormes challenges. Autre challenge qu'on va affronter, c'est celui de la transformation des métiers. C'est clairement une problématique moi qui me préoccupe parce que je m'attends à ce que ça se passe pas de manière pacifique. Voilà. Donc je ne sais pas comment ça va se produire, je ne sais pas quand ça va se produire, mais à mon avis, ça va créer des grosses difficultés. Et je pense que, tu vois, potentiellement, la masse de travail disponible pour l'humanité, elle ne sera pas assez grosse pour alimenter en travail tous les actifs, tout simplement. Et donc, on va avoir plusieurs solutions. La réforme des retraites. Pardon. En fait, mais c'est très intéressant parce que, tu vois, effectivement, c'est un énorme sujet, tout de suite, la réforme des retraites. On en pense ce qu'on veut, mais en tout cas, ça occupe des gens. Peut-être que dans 10 ans, beaucoup de gens, en effet. Peut-être que dans 10 ans, tu vois, il n'y a même plus de sujet. Peut-être que dans 10 ans, la question, c'est même pas comment est-ce qu'on atteint la retraite, c'est la question de comment est-ce qu'on fait pour employer tout le monde. Globalement, on en discutait avec des collègues qui sont parfois un peu plus âgés. Ils disaient, en fait, on sait très bien qu'aujourd'hui, si on se retrouve sans emploi pour X raisons à 55 ans passés, on aura des difficultés à être réemployable. Et du coup, la problématique ne tourne plus au niveau de à quel âge j'aurai ma retraite, mais finalement, dans quelles circonstances je vais finir ma vie.
Ouais, exactement. Et je pense que tu vois, cette question des retraites, elle va être remise sur le tapis bientôt parce que fondamentalement, quand on aura un chômage de 50%, j'exagère évidemment, mais je pense que ça va être un peu moins À dramatique plus de que ça. 60 ans, on n'est pas loin de ça. Hein. Voilà, Plus de mais 55, on n'est pas loin des 50% de chômage. Hein. voilà, mais ChatGPT, il va pas aider, tu vois. Il va Clairement pas. certainement pas aider. Un autre problème, moi, que je vois, c'est le fait que ces IA, elles appartiennent, c'est pas des biens communs. Tu vois, OpenAI, ils ont un énorme discours marketing autour du fait que c'est la technologie positive qui est faite pour l'avenir de l'humanité, que c'est tout ouvert, partageable, etc. Bon, en pratique, ils ont reçu 10 milliards de Microsoft et le modèle est utilisé exclusivement par Microsoft. Google, ils ont le leur, mais c'est leur modèle. Baidu, il va avoir le sien, ce sera son modèle. Et on va se retrouver, je pense, un peu comme avec les téléphones portables aujourd'hui, avec plusieurs vendeurs différents. Tu peux avoir soit un Android, soit un iPhone. Et chacun d'entre eux vont avoir des spécificités, des biais différents. Et à la fin, bah, tu seras un petit peu coincé avec l'assistant IA que tu auras choisi, qui aura ses caractéristiques, ses avis politiques peut-être, en tout cas sa conception politique. Tu vois, je sais pas, à moyen terme ou à long terme. Donc tu penses qu'on pourrait opter, on pourrait avoir le choix entre des IA de gauche, de droite, de centre, avoir tout un genre de panel d'opinions et on pourrait faire notre petit marché sur ce type d'IA. En fonction des gens avec qui on discute. Et ben pour moi, ce serait un monde idéal, tu vois, parce qu'en pratique, je pense que si jamais les fabricants d'IA, c'est que les GAFAM, tu n'auras pas une IA de gauche, tu vois, tu auras une IA centriste, tu auras une IA capitaliste, mais en fait, tu n'auras pas de pluralité d'opinion parmi les IA. Tu vas avoir vraiment cet outil d'influence énorme, tu vois, qui va être le machin qui répond à toutes tes questions partout dans le monde et qui va donner des réponses qui vont avoir, quoi qu'on en pense, un biais politique ou qui vont correspondre à une certaine vision du monde qui elle-même est politique, que ce soit du, tu vois, même la nuance capitalisme, socialisme, communisme, etc. Les GAFAM, ils ont un avis sur ces questions-là. Et même si jamais ils donnent un avis purement statistique, ce sera quand même un avis. Et donc, si jamais on arrivait à produire des IA de gauche, des IA de droite, etc., ben je pense que ce serait pas trop mal. Si jamais on en arrive là, je serais content. Il y aura des modèles open source où, tu vois, comme les fournisseurs d'accès aujourd'hui, tu peux avoir un fournisseur d'accès qui n'est pas Orange, Bouygues, Free, etc. Il y a des failles associatives qui existent. Tu peux aller les choisir si tu as envie, tu vas payer plus cher. Ça va être un peu galère, etc. Mais tu peux. Et je pense que tu vois, de manière marginale, tu auras aussi ces modèles-là qui ont été open source ou alors faits par des tiers que tu pourras choisir et qui pourront donner des conseils qui vont être un peu différents ou avoir des points de vue qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais la majorité du monde, elle va devenir... Il y a un concept que j'aime beaucoup qui est d'un économiste qui s'appelle Yanis Varoufakis, je pense que j'en ai déjà parlé, ça s'appelle le techno-féodalisme. En fait, il considère que certainement que déjà, le capitalisme touche vers sa fin, ou en tout cas qu'il va se transformer, et qu'on va arriver vers une nouvelle ère dans laquelle ce qui est important, c'est pas d'avoir du capital, mais c'est d'avoir ce il appelle ça du command capital, c'est-à-dire comment, je sais pas, on pourrait le traduire en français, on pourrait dire du capital de persuasion. C'est-à-dire que c'est plus important de pouvoir lever 100 milliards de dollars, mais à la place, c'est super important de pouvoir convaincre les gens d'aller acheter tel produit ou d'avoir tel comportement. Un genre de soft power. On va tous être des gens de la com. Ouais. C'est exactement ça. Voilà. Et en fait, Google, Facebook, Microsoft, ils sont déjà extrêmement doués là-dedans. Ils sont très très forts parce qu'on a vu que quand tu avais une petite modification de l'ordre des résultats de recherche de Google, ils ont fait ces tests aux États-Unis, ils ont vu que juste en faisant des permutations, ils arrivaient à avoir un effet mesurable et statistiquement mesurable sur des personnes qui n'étaient pas décidées pour les élections. En fonction de qu'est-ce qu'ils montraient d'abord, les gens qui n'étaient pas décidés, ils allaient voter plutôt à gauche ou à droite. Et ça, c'est un truc qui est, on va dire, c'est frappant parce que ça touche à notre démocratie, mais c'est quelque chose qu'on subit au quotidien à travers les publicités ciblées, à travers les placements de produits, etc. etc. Et quand on aura des IA dans une oreillette qui nous diront quoi dire, quoi faire, ou quoi penser d'un sujet, éventuellement, tu vois, on peut demander à ChatGPT qu'est-ce que tu penses de la réforme des retraites, explique-moi ça en 100 mots, et il va te donner un avis. Mais tu vois, cet avis-là, il sera, si jamais tu n'as que celui-là, parce que c'est l'IA que tu as acheté ou pour lequel tu as souscrit, plus probablement, si jamais tu n'as que celui-là, eh ben, certainement que ça va changer ta vision du monde et que ça va un petit peu impacter la manière dont derrière tu te comportes en société et politiquement. Finalement, ce sera un peu comme les médias. Enfin, ce sera d'une certaine manière, il y aura un paysage, il y aura un paysage large. Dans l'idéal, on aurait un paysage médiatique suffisamment large et qui représenterait toutes les sensibilités des citoyens. Et donc, chacun choisirait vers quel média il irait pour avoir une genre de filtre sur le monde. Non, mais oui, tu as raison là-dessus. C'est-à-dire que,
effectivement, on a besoin de pluralité. Pluralité, voilà. Dans notre société, je crois que c'est quelque chose qui est important. En fait, c'est même assez peu contesté. Où qu'on se trouve sur le spectre politique, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut qu'on ait un peu toutes les opinions qui s'expriment. Si jamais toutes les IA, si jamais tu as 14 IA qui existent et qui sont disponibles, 14 assistants, tu peux dire c'est de la pluralité, c'est bien. Si en pratique c'est que celui de Microsoft, Google, Facebook et qui pensent tous la même chose et qui sont entraînés tous pareil, au final, et qu'ils ont été entraînés pour avoir une vision du monde qui est occidentale, capitaliste, libérale, finalement, ce sera pas vraiment de la pluralité encore. Et je pense que le danger il sera un petit peu plus par là. Mais on avait les mêmes échanges et constats quand on parlait finalement du métaverse, où finalement à partir du moment où l'environnement complet est maîtrisé par une poignée, en l'occurrence là d'entreprises qui ont la main mise sur tout cet univers, la problématique justement du manque de pluralité est la même. C'est ça, c'est la question de la domination du privé sur la société. Ouais, en fait, on a vraiment ce souci qui est de dire il faudrait que l'environnement dans lequel la société évolue, ce soit un bien commun. Que ce soit l'environnement, l'espace public. L'espace public, ça s'appelle l'espace public, tu vois, pour une raison. C'est parce que Microsoft, ils ne peuvent pas acheter les Champs-Élysées et dire maintenant c'est à nous, plus personne n'y va. Mais ça ne s'applique pas à l'espace informationnel. Tu vois, il peut avoir un certain nombre de... Si jamais tu n'as plus de journaux, à part ceux qui sont achetés par les milliardaires, ben, tu n'as plus que ça, donc tu liras ça. Si jamais, plus demain, tu as seulement... 14 pages web et que c'est celle des gens du web, ben, ton environnement, ce sera ça, point. Si jamais ton assistant IA, si jamais tu as la connaissance du monde, tu y accèdes à travers ces moyens-là. Seulement un prisme unique. Voilà. Si jamais tu n'as plus que ce moyen d'accès, ben, ce ne sera plus vraiment un bien commun non plus. Ce sera juste la connaissance humaine par les tuyaux d'une société qui est pas neutre, en fait. Voilà, c'est déjà un peu le cas dans certaines sociétés, malgré tout. Ah, bien sûr, y compris la nôtre. Est-ce que tu peux nous expliquer assez brièvement l'impact que peut avoir ChatGPT, ou l'absence d'impact d'ailleurs, ChatGPT et ce genre de technologie de type intelligence artificielle, sur la cybersécurité? Est-ce que c'est plutôt un risque, une opportunité, ou est-ce que c'est plutôt acte, circuler et rien à voir? Je me permettrais juste de préciser cette question avec, sur la partie... notamment usage de ce genre d'outils par soit les cybercriminels pour automatiser par exemple justement les codes malveillants ou que sais-je, ou alors l'usage de cet outil justement, j'imagine que les deux iraient ensemble de toute manière, par aussi les éditeurs tels que Kaspersky par exemple, pour finalement développer plus facilement aussi des solutions efficaces. Ouais, alors effectivement, quand ChatGPT est sorti, tout le monde a essayé de surfer sur la vague, y compris le monde de la cybersécurité. Et c'est vrai que dans les revues spécialisées, on a vu un certain nombre d'articles qui disaient grâce à ChatGPT, maintenant c'est facile d'écrire des malwares. Grâce à ChatGPT, les cybercriminels peuvent faire des mails de phishing hyper précis, hyper efficaces. J'avoue que moi, c'est des titres qui m'ont un peu agacé à chaque fois, parce que à la fois, je pense que c'est pas vrai, et en plus, ça nous distrait par rapport aux vraies problématiques qu'on a abordées. Alors, pourquoi est-ce que c'est pas vrai? Alors déjà, ChatGPT, en termes de codage, c'est vrai qu'il peut écrire du code, qu'il peut faciliter les choses, mais c'est pas une révolution. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà GitHub qui existait. Si jamais tu voulais un malware, tu pouvais le trouver sur GitHub. Personne ne s'en offusquait jusqu'à présent. Il y a aussi GitHub Copilot qui est sorti, produit aussi basé sur OpenAI. C'est un modèle un peu différent qui est spécialisé dans la génération de code. Mais même principe, un outil pour développeurs. Tu tapes ce que tu veux programmer et il t'écrit le code correspondant. Et on m'a dit que c'était de la magie, que ça marche très 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 bien. Voilà. Et quand ça s'est sorti, ça a évidemment aidé à écrire des malwares certainement, et tout le monde s'en foutait, ou alors c'était pas grave. Donc ça change rien. ChatGPT là-dessus, il n'a pas d'impact. C'était déjà un problème qui, je dirais pas qu'il était résolu, mais sur lequel il y avait eu des grosses avancées. Donc l'accès au malware, ça n'a jamais été un problème pour les criminels. Point numéro 2, le phishing. Effectivement, on peut demander à ChatGPT de faire des emails de phishing qui vont être plutôt bien fichus. Mais en pratique, je pense que ça ne change pas grand-chose, parce que le fait d'écrire un mail qui soit pas trop bourré de fautes, qui soit à peu près bien formulé, etc., c'était déjà quelque chose qu'on pouvait faire assez facilement avec Microsoft Word. Et donc, les criminels qui envoyaient des mails de phishing bourrés de fautes, c'est pas qu'ils n'avaient pas la capacité technologique de ne pas faire de fautes, c'est juste qu'ils avaient la flemme d'ouvrir Word, tout simplement. Et donc maintenant, ils passent d'un boulot qui prenait 15 minutes avant à peut-être un boulot qui prend 1 minute, mais c'était pas ça le bottleneck, si tu veux. Tu vois, ils écrivaient le mail une fois, ils l'envoyaient à toute la planète. Qu'on réduise un petit peu la durée de cette phase, à mon avis, ça va strictement rien changer. En fait, si on regarde l'impact spécifique de ChatGPT sur la cybersécurité, il y a eu un seul impact
qui a été documenté, qui a été découvert. Et je sais que vous m'avez pas invité pour que je présente ma camelote, mais il se trouve que c'est moi qui l'ai découvert. C'est un outil d'analyse que j'ai écrit qui s'appelle Gepetto. En fait, En référence à GPT ou pas du tout? Ouais, exactement. Il fait référence à GPT. Au moment où ChatGPT est sorti, je me suis dit un peu comme tout le monde, est-ce que par hasard il serait pas capable de faire mon taf? Et il s'est avéré que oui. C'est-à-dire que tu vois, j'ai pris mes outils d'analyse de virus, je les ai branchés sur ChatGPT, et en fait, je lui envoie du code et je lui dis, qu'est-ce que ça fait ce machin? Et il me répond. En fait, il me répond de manière assez précise. Alors, mes managers ne s'en sont pas encore aperçus, donc pour l'instant, j'ai encore un job. Mais tu vois, j'ai écrit ce code-là, c'est un plugin pour mon outil d'analyse, je l'ai mis sur GitHub. L'adoption a été assez massive, ça a très très bien marché, et ça aide les défenseurs en fait. Ça aide parce que quand on travaille sur un virus, on ouvre une fonction, on sait pas ce qu'elle fait, on l'envoie à ChatGPT, on lit la réponse. Alors, il faut contrôler, évidemment, comme toute réponse de ChatGPT, mais comme on est déjà des experts, c'est pas un souci. On pose la question, il nous répond, et en fait, pour analyser un virus, ça permet de gagner énormément de temps. Voilà. Donc, on parle beaucoup de ChatGPT, ça a aidé les cybercriminels. Pour l'instant, le seul impact de ChatGPT qui a été découvert, c'est aider les défenseurs. Donc, c'est plutôt cool. Maintenant, il faut tempérer un tout petit peu ça en disant, c'est le cas actuellement, et ChatGPT, n'oublions pas que c'est un chatbot généraliste. Il a été entraîné sur tout le texte qui a été produit par l'humanité pour pouvoir répondre à toutes les questions auxquelles on pourrait penser. Mais il n'est pas spécialement dédié à la cybersécurité. Il n'est même pas du tout dédié à la cybersécurité. Il n'est même pas censé comprendre le code que je lui envoie. C'est juste un effet secondaire désirable de son entraînement. En pratique, on pourrait imaginer que demain, il y ait des modèles spécialisés qui soient publiés. Par exemple, peut-être que je pourrais lancer un projet interne, j'aimerais bien d'ailleurs lancer un projet interne qui va être entraîné sur des virus et apprendre à reconnaître des fonctions, à les expliquer. Et peut-être que quand j'aurais fait cet entraînement-là qui aurait été extrêmement précis et qui aurait été pour le coup très spécialisé, peut-être que mon modèle à moi, il serait meilleur que ChatGPT pour ces tâches-là. Et ce à quoi je m'attends, c'est que dans le futur, pour chacun des produits qui vont sortir, on va ressortir un peu du scope généraliste de ChatGPT et au contraire, on va se focaliser sur des tâches qui seront beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus limitées, mais sur lesquelles on aura des résultats qui seront extrêmement précis et probants. Mais dans ces cas-là, peut-être qu'à partir du moment, on s'en est rendu compte au niveau finalement des outils entre les défenseurs sur la partie cybersécurité et les attaquants, il y a un certain nombre d'outils finalement qui vont être relativement les mêmes. C'est simplement pas les mêmes méthodes et les mêmes objectifs. Donc du coup, à partir du moment où il y aura cette verticalité, on peut imaginer qu'il y ait plus d'impact aussi justement sur la cybermalveillance de manière générale. Mais comme tu le dis, ça aide aussi les défenseurs de toute façon. Donc en fait, c'est simplement qu'on passera peut-être sur un autre scope, mais que le rapport de force restera le même. Alors, je sais pas si ça restera le même, on verra ce qui se passe, mais effectivement, pour l'instant, il n'y a pas d'impact mesurable ou alors vraiment de manière mineure. Demain, il va y avoir des produits qui vont sortir. Peut-être que ce sera des produits qui vont lire les logs des serveurs et qui vont détecter tout seuls des attaques, mais pour de vrai cette fois. Peut-être que ça va être des outils qui vont scanner automatiquement des serveurs et exploiter les vulnérabilités qui vont découvrir de manière automatique. C'est possible aussi. Je ne sais pas qu'est-ce qui va sortir et je ne sais pas qu'est-ce qui va le mieux marcher. Ça, c'est encore dur à prévoir. Peut-être que notre futur, c'est avoir des IA de défense et des IA d'attaque qui se battent entre elles et puis nous, on se roule les pouces. Peut-être aussi que notre futur, c'est les IA d'attaque, elles marchent, les IA de défense, elles sont pourries et à la fin, on doit cavaler parce qu'il y a des incidents de sécurité partout. Ça, on verra. Et je pense que ça pourrait être même ma conclusion globale sur le sujet de la cybersécurité, sur le sujet des IA. C'est qu'actuellement, voilà, on est tout au début. On commence avec ChatGPT, on a vu que c'est une révolution, il se passe des choses, mais ça fait que commencer. Et là, on a ce produit généraliste. Il est cool, il est intéressant, il fait peur à beaucoup de monde, c'est normal. Je pense qu'il y a des raisons d'avoir peur. Demain, on va avoir toute une gamme de modèles spécialisés et qui, pour le coup, vont être extrêmement efficaces pour faire tout un ensemble de tâches que jusqu'à présent on croyait réservées, mais pour toujours, à l'humanité. Et moi, ChatGPT, il m'empêche pas de dormir, mais essayer d'imaginer quels seront les modèles de demain, dans 1 an, 2 ans et dans 10 ans, ça, par contre, ça me donne des sueurs froides. Je pense que du coup, il n'est pas nécessaire d'apporter une conclusion supplémentaire. Tu as clôturé la conversation de manière prodigieuse. Voyons comment l'avenir évolue de toute manière. Moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant, en tout cas, d'avoir tous les tenants et aboutissants un petit peu du fonctionnement de cet outil. Et puis, comme d'habitude, moi, j'adore aborder les questions sociétales en plus des questions techniques. Donc, merci pour ça. Merci, Yvan, du coup, pour ton temps. Merci, Amine. Et puis, à très bientôt pour un nouvel épisode de Cyberpop. À bientôt, merci. Salut.